Les midis de culture. Marie Laborie. Bienvenue dans les Midis de Culture, deuxième partie avec une émission spéciale aujourd'hui. Elle s'inscrit dans la journée que France Culture consacre aux questions et aux enjeux soulevés par le procès Mazan. Et je ne suis pas seule, à mes côtés Marie Sorbier. Rebonjour Marie. Rebonjour Marie, nous voulons aujourd'hui nous attarder sur les représentations qui peuplent notre imaginaire culturel collectif commun. Comment les mêmes histoires, les mêmes motifs se retrouvent dans toutes les formes d'art, des plus pointus aux plus populaires. Nous nous sommes construits avec des images de femmes endormies, soumises au regard et au désir des hommes. Qu'ont fait de nous ces représentations? Peut-on aujourd'hui continuer à raconter et représenter ces récits millénaires? Avec nous ce midi pour en parler, Hélène Frappa. Bonjour, vous êtes écrivaine, traductrice et critique de cinéma. Bonjour. Et Virginie Leroux, directrice d'études à l'EPHE. Vos travaux portent notamment sur la représentation des rêves et du sommeil de l'Antiquité à la Renaissance. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les premières images auxquelles vous avez pensé, Virginie Leroux, en voyant, en entendant, en lisant tout ce qu'on a pu voir sur le procès Mazan? Moi, je pense que j'ai d'abord eu à l'esprit toutes les belles endormies sur lesquelles j'ai travaillé, que je trouvais extrêmement belles. Celle de Georgian, par exemple, qui est bien là pour susciter le désir. Alors, dans un cadre qui est celui du mariage, avec l'idée que le désir doit être suscité parce que le plaisir de la femme est utile à la procréation. Donc, une chose où moi, je ne voyais pas forcément une négativité. Et donc, je me suis forcément posé la question de l'influence de telles représentations sur un éventuel passage à l'acte. On va bien sûr développer toutes ces questions. Hélène Frappa, vos premières pensées, en fait, avec quand le procès Mazan, toute la vérité crue du procès Mazan est sortie? À vrai dire, rien de tout ça ne m'a étonnée. Et j'ai pensé aussitôt à ce que je me formule depuis assez récemment quand même, mais disons quand même 1, 2 ou 3 ans, comme ce qui serait la définition selon moi de l'éternel féminin, c'est-à-dire un cadavre de femme. Voilà ce qu'est, je pense, ce que résume cette tradition, ce mythe, voilà. Le cadavre, et puis aussi, et c'est pas tout à fait la même chose, la cadavérisation de la femme, en fait. C'est ce mot-là qui m'est venu tout de suite. Alors, dès l'enfance, nous sommes nourris d'histoires qui représentent notamment des princesses endormies qui vont revenir à la vie par le baiser du prince. On peut penser à Blanche-Neige ou encore à La Belle au bois dormant. Comment ces récits-là, ces contes que l'on connaît tous, avec lesquels on a grandi, agissent-ils dans notre imaginaire collectif, selon vous? Virginie? J'ai eu la discussion récemment avec ma fille et donc je dois constater que j'appartiens à une génération où je crois que le baiser en tant que petite fille et peut-être assez tard ne m'a pas posé de problème, et j'imagine qu'il a contribué à ce que j'ai une idéalisation de ce baiser. C'est pas qu'il était complètement... Du prince, qui vient le baiser du prince, prince, voilà. Alors, peut-être avec des effets néfastes de l'attente du prince charmant, ça, on peut en reparler, c'est encore autre chose. Mais je crois que j'y ai quand même vu quelque chose de très romantique, et je suis bien contrainte d'y revenir fortement. Hélène Frappa, vous avez eu aussi ces images romantiques de cette Belle au bois dormant ou de Blanche-Neige quand vous étiez enfant? Alors, j'ai jamais, il m'a plutôt toujours fait un peu... Enfin, j'ai toujours trouvé très fadasse le prince. Les sirènes m'ont toujours plutôt exaspérée voire, enfin... Mais ça veut pas dire que j'ai pas été moi-même sous l'emprise de ces récits morbides. Moi, c'est plutôt cette dimension morbide qui m'est toujours... D'ailleurs, Blanche-Neige est dans un cercueil de verre, La Belle au voilà. bois dormant aussi. Il y a quand même un rapport au cadavre dont vous parliez. Exactement, qui m'est toujours apparu, et ça ne m'a pas empêché moi-même, d'une manière ou d'une autre, à un moment, d'être à mon tour cadavérisée. Alors, la question quand même, peut-être en commençant, c'est... il ne s'agit pas de lancer un débat sur l'influence des récits, parce que sinon on peut assez vite l'influence néfaste, délétère, etc. Parce que sinon, on peut assez vite, à mon avis, en arriver à des discours politiquement extrêmement réactionnaires et puis complètement idiots, qui vont de la critique des théories du genre en passant par l'influence des jeux vidéo ou je ne sais quoi. Essayer de comprendre ce que voilà, ça nous a fait. Bien sûr, c'est pas du tout... de nous.
Voilà, mais après, nous sommes constitués de ces récits et nous peinons, enfin quand je dis nous, je pense que le travail de l'écrivain justement, c'est de faire récit, c'est-à-dire, comment dire, de tisser, métaphore pour le coup ancienne, de tisser une justesse, j'emploierai pas le mot de vérité, mais enfin une justesse qui est la tâche qui devrait être la tâche de tout être humain. Je pense qu'il n'y a pas de liberté effective sans une accession de chacun au récit. Ce qui a été endormi aussi et avant tout même, je dirais, je pense dans les crimes dont a été victime Gisèle Pellico, c'est aussi et avant tout même la capacité du récit. Et moi, j'ai été très frappée, il se trouve que je venais de travailler sur la question du gaslighting. J'ai été très frappée par un aspect qui n'a pas été tout de suite souligné, qui est resté un peu dans l'ombre, en fait. Qu'il y a eu aussi, pendant ces années de viol, alors la nuit, le viol, mais il y avait les journées. Et il y avait tous ces moments, notamment, où cette femme qui a subi dans son corps des maladies, qui est malade encore aujourd'hui du fait de ces viols, s'est rendue chez le médecin, accompagnée de son mari, avec cette double alliance très ancienne du pouvoir de la parole masculine et du pouvoir d'imposition de la parole médicale, qui probablement lui a fait subir ce double discours qui rend dingue, qui est que d'un côté, elle n'avait rien, en tout cas, elle n'avait rien de ce dont elle pouvait se plaindre, et qu'en même temps, elle était malade, c'est-à-dire folle. Voilà, donc ça, moi, c'est quelque chose un des aspects les plus terrifiants, je trouve, de ce conte macabre, en fait. Alors, on parle de conte, on a parlé d'enfance tout à l'heure, et encore une fois, il ne s'agit pas d'appeler à la censure ou de tenir des propos définitifs, mais j'ai envie de revenir quand même sur ce que ça nous a fait, dans quel bain on a baigné tout autant qu'on est, j'ai envie de dire. Et il y a ces comptines d'enfance, j'imagine que vous les connaissez. Est-ce que vous connaissez Jeanne Thon prend sa faucille? Ça vous dit quelque chose? Ah non. Alors, Jeanne Thon prend sa faucille, c'est une comptine que les enfants chantent et qui est encore sur des compilations qu'on conseille aux enfants, où on nous raconte qu'elle prend sa faucille et qu'elle part couper du jonc et qu'elle rencontre 4 jeunes et beaux garçons. Oui, alors, et d'ailleurs, le premier, qu'est-ce qu'il fait quand il rencontre Jeanne Thon? Eh bien, il l'embrasse sur le menton. Le deuxième l'allonge sur le gazon. Le troisième lui relève son blanc jupon. Et ce qui est dit dans la chanson, c'est ce que fit le quatrième n'est pas dit dans la chanson. Et la fin de la chanson, ça donne ça. La morale de cette histoire, la rirette, la morale de cette histoire, c'est que les hommes sont des cochons, c'est que les hommes sont des cochons, mais la morale de cette morale, la rirette, la morale de cette morale, c'est que les femmes aiment les cochons, c'est que les femmes aiment les cochons. Alors je ne sais pas comment chacune d'entre vous réagit à cette chanson qui est quand même cette ritournelle pour enfants. On entend les voix d'enfants derrière qui est quand même très explicite. Qu'est-ce que vous avez à en dire Disons que pour rester sur la rime en on, je dirais rime en ion, je dirais destruction et négation, ça va toujours ensemble. C'est-à-dire que pour détruire quelqu'un, il faut aussi, pour détruire quelqu'une, il faut aussi la nier, nier son langage, nier sa parole, nier que cette destruction même a existé. C'est pour ça que j'ai été très sensible à ce moment médical. Après le moment de médication, je continue sur les rimes. Donc voilà, alors qui est un cochon dans l'histoire? Je pense que... Nous le savons. Virginie Leroux sur cette comptine? Mais je l'ai chanté. Ah, voilà. Je l'ai chanté. Et je ne suis pas sûre d'avoir bien réalisé à l'époque de quoi il était question. Et je pense que c'est un vrai plein problème. Oui. Des chansons comme ça. Alors justement, Virginie Leroux, dans les images récurrentes qui peuplent notre imaginaire, un motif, lui aussi récurrent, celui d'une femme endormie, peu ou pas vêtue, à la merci du regard et du désir masculin. Ce qu'on appelle communément ces belles endormies se retrouvent aussi bien dans la littérature que dans la peinture et prennent naissance dans les mythes primordiaux qui ont façonné toutes les histoires depuis. Vous avez travaillé sur cette structure des mythes. Est-ce qu'il y a un schéma, un protocole qui se répète dans cette histoire des belles endormies? Je dirais qu'il y a des protocoles différents. C'est-à-dire que le premier protocole, il faut le replacer
dans le contexte dans lequel les mythes des viols de Zeus, par exemple, ont été élaborés. Et ces mythes, alors, soit ils peuvent être l'expression d'un fantasme de possession du corps féminin à un moment où le corps féminin est particulièrement protégé. Et là, je parle des femmes libres, puisque la ligne de partage dans l'Antiquité, c'est qu'il y a des esclaves et puis des femmes ou des hommes libres. Et le corps de la femme en particulier, il est protégé en raison de la procréation. Et donc, si on prend, par exemple, le viol d'Antiope par Zeus, qui est déguisé en satyre, alors elle n'est pas forcément représentée endormie dans l'Antiquité, mais elle l'est en tout cas à la Renaissance, et c'est peut-être un point sur lequel il faudra qu'on revienne. Donc, elle est violée. La réaction de son père, c'est la colère. Il veut la punir. Elle s'enfuit. Elle va se marier ailleurs. Il se suicide de honte et il charge son propre frère d'aller la punir. Et donc, ce qu'on voit bien là, c'est que ce qui est en jeu, c'est ce qu'on peut appeler le stuprum, c'est ce qu'Hygiène, c'est la notion que le mot qu'Hygiène emploie pour en parler, c'est un déshonneur qui porte sur la femme, sur la famille. Donc il y a d'abord ce contexte-là. Je dirais que dans ce contexte-là, qu'elle dorme ou qu'elle soit éveillée, ça n'a pas vraiment d'importance parce que le déshonneur est indépendant de sa volonté. Mais qu'est-ce qui change alors à la Renaissance quand la femme endormie devient un élément important ? Alors, ce qui change, je ne sais pas si ce que je vais vous dire a vraiment un rôle si fondamental, mais c'est une question que je me pose ces derniers temps. Finalement, au moment où on va tout de même penser l'intention de la femme, on ne peut pas dire, comme on le fait toujours, que cette intention, elle n'est jamais pensée dans l'Antiquité. Je vais prendre le viol de Lucrèce qui ne dort pas, mais parce que j'ai l'impression que ça sert de matrice, parce que Augustin en a parlé. Si on prend la version de Tite-Live, son mari lui dit bien, et elle le dit elle-même, « Mon corps a été déshonoré, mais mon âme est pure. » Et il lui dit, mais du coup... tu n'as pas à te suicider, puisque y a une distinction entre le viol, le responsable, c'est celui qui t'a violé. C'est pas un peccatum, c'est pas une faute. Et elle dit, je suis déshonorée, je dois mourir. Ce qui montre bien que ce dont je parlais tout à l'heure, ce qui prime, c'est cette question de la souillure et du déshonneur. Et quand Augustin reprend cette question-là, il la prend, lui, pour défendre les femmes chrétiennes qui ont été violées en prison, par exemple. Et pour absolument dire, elles ne sont pas responsables, elles sont pures. Et il va distinguer ces femmes chrétiennes qui ne sont pas responsables de Lucrèce. Parce que lui, ce qu'il veut montrer, c'est que le suicide est un crime. Donc il l'accuse de s'être assassiné. Et là, dans le cours du raisonnement, il va faire une hypothèse qui va avoir des conséquences tout de même inquiétantes pour nous, femmes. C'est qu'il va le dire, bon, si elle s'est suicidée, bah, c'est peut-être qu'elle s'est sentie coupable. Et c'est peut-être parce que, entraînée par l'action, elle y a pris du plaisir. Et cette question-là, elle va revenir à la Renaissance. Salutati va composer une déclamation là-dessus. Valla va en parler. Et du coup, ça se déploie dans une sorte de fantasme d'âge d'or, de liberté sexuelle, où la femme a du plaisir. C'est-à-dire qu'il faut prendre du plaisir, y compris dans le viol, parce que la femme peut avoir du plaisir. Mais les belles endormies s'inscrivent là-dedans. Là-dedans. Ce que je me suis demandé, c'est... Bon, pourquoi on les fait dormir ? C'est-à-dire que, est-ce que du coup, évidemment, il n'y a pas d'inhibition, il y a une occasion facile, enfin, il y a tout un tas de raisons, on va dire, d'ordre circonstanciel. Mais j'ai l'impression que si on les faisait dormir, parce que là, il faut protéger il faut être sûr qu'elles n'ont pas pris du plaisir. Vous, quand vous en parlez, vous employez le mot viol. Or, quand on raconte ces mythes, quand on les a tous en tête, le mot viol, il n'est jamais prononcé. On dit que Zeus vient voir Danaé avec une pluie d'or. Enfin, tout ça est très poétique et romantisé. C'est un terme un peu anachronique. Mais est-ce que le fait de poser un mot sur une chose peut aider à démonter des stéréotypes ou en tout cas ces images qui peuplent notre imaginaire ? Disons, j'emploie le mot viol de manière anachronique, mais parce que...
la réalité correspond, me semble-t-il, à un viol. Dans le cas du mythe de Danaé, toute la difficulté, c'est que, en effet, le viol soit est tu parce que ce qui est important, c'est l'instrumentalisation du viol, soit il est esthétisé. Et là, j'ai réfléchi à ma pratique. La difficulté, c'est que ces mythes qui sont monstrueux, et ça vaut pour le viol, ça vaut pour les meurtres, ça vaut pour l'inceste, ça vaut pour tout, pour les légitimer, on leur a donné, dès l'Antiquité, des interprétations allégoriques. Mmh. Et je prends Danaé, puisque c'est ce mythe-là qu'il est question. Danaé, elle est utilisée pour critiquer la vénalité des femmes. Et là, il n'y a plus vraiment de viol, parce que l'idée, c'est qu'elle acceptait de l'argent. Mais si on prend le Moyen-Âge, Danaé, elle va devenir le symbole de l'Immaculée Conception. Il n'y a plus de viol. Mais il y a aussi une question que ça pose, moi je trouve, ces images de femmes endormies. L'histoire de l'art est aussi truffée de représentations de rapts qui sont aussi extrêmement érotisées. Est-ce que ça pose pas aussi la question de la difficulté de la représentation, et ça rejoint un peu ce que je vous dites, du désir féminin? C'est-à-dire, est-ce que, parce qu'on ne pouvait pas montrer une femme désirante, on préférait la montrer contrainte? Est-ce que c'est une dimension possible? Moi, je dirais, en citant celui qui n'est pas mon maître, Jacques Lacan, que la femme n'existe pas. Et hop, le tour de passe-passe est résolu. Parce que vous demandiez, Marie Sorbier, est-ce qu'il faut prononcer le mot viol? Oui. Il faut le prononcer, même il faut le définir en tant qu'il s'agit d'un meurtre. C'est pas de la sexualité, le viol, comme ça a été et comme apparemment les accusés du procès de Mazan semblent encore le croire ou faire semblant de le croire. Mais il s'agit d'un meurtre, du meurtre d'un être humain, et de tout ce qui est humain en lui, à commencer par son langage. Donc c'est pour ça que ça s'accompagne toujours de silence et de ce qu'on appelle maintenant silenciation, c'est-à-dire de forcer quelqu'un au silence. Et bien sûr que l'endormir, c'est aussi endormir son langage. Si on revient à Zeus, qui est vraiment un serial violeur, je dirais, et alors il aime bien se déguiser. Il y a une histoire, moi, dont je parle dans mon dernier roman qui s'appelle « 3 femmes disparaissent » parce qu'elle est assez une matrice, en fait, de beaucoup d'histoires d'oiseaux et d'oiseaux qui tuent et d'oiseaux qui violent, notamment sur les plateaux d'Alfred Hitchcock. Mais ce Zeus, donc, un jour, se déguise en cygne pour violer Léda, qui va accoucher de la femme la plus honnie, je dirais, de l'histoire de l'humanité, Hélène, Hélène de Troie. Et je trouve que c'est une figure vraiment très intéressante. Moi, j'ai vraiment pris conscience de ce qu'elle disait en lisant le livre extraordinaire de Barbara Cassin, L'effet sophistique, où elle cite un sophiste, un philosophe sophiste, Gorgias, qui, par pratique, on pourrait dire, du paradoxe, va se livrer à une défense, à un éloge d'Hélène. Donc il écrit cet éloge d'Hélène, mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, avant ensuite de la condamner aussitôt, puisque c'est le principe même du retournement sophistique, mais c'est que quand il en fait l'éloge, il entend ce qu'a vécu Hélène. Ce qu'a vécu Hélène, c'est des successions. Elle est née d'un viol. Elle n'a cessé d'être violée, kidnappée, violée, et puis de la boucler. Enfin, on ne l'a jamais entendue, à part chez Euripide, qui va lui donner la parole, comme il le fait d'ailleurs souvent toujours avec ses héroïnes, avec ses personnages féminins. Elle est réduite au silence. Et Gorgias dit, en fait, le pouvoir de la persuasion, par lequel elle a été kidnappée, et c'est comme ça qu'il l'excuse dans son éloge. Enfin, qu'il explique, qu'il l'excuse, on pourrait dire. C'est égal au pouvoir des drogues, au pouvoir létal des drogues. Et donc ça, moi, c'est vrai que quand j'ai relu ce texte-là, j'étais frappée de voir. Et Barbara Cassin dit, Hélène, c'est l'équivalent général de toutes les femmes. C'est la femme même. C'est celle, ensuite, en effet, dont Lacan dira qu'elle n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre là-dedans? Moi, je pense qu'il faut entendre dans ce sommeil, cette manière d'endormir, de violer dans le sommeil, de cadavériser, je disais, il faut entendre une volonté
comment dirais-je, de fantomatiser, de cadavériser la femme. Et comme disait Hannah Arendt, quand on dit Madame une telle est morte et que Madame une telle n'est pas morte, eh bien, il va bien falloir la tuer, Madame une telle, si on veut que le discours soit vrai. Tous ces éléments-là, qu'on pourrait appeler historiquement, que je rattache moi au concept, j'en fais un concept de gaslighting, mais pas seulement. Toute cette question-là, même du langage, du fait qu'elle est muette tout le temps, cette femme, et que pour le coup, elle n'est pas dans le récit, puisqu'elle dit, ou alors il faut entendre ce récit, c'est la famille parfaite. La norme, celle précisément que des ministres de la norme de l'éducation, j'y reviens parce que pour moi c'est la même question, qui ont en charge le récit qui est transmis à des enfants, le récit national. Maintenant, nous disent menacés par ces attaques même de la norme, mais c'est la même. C'est la norme de la famille parfaite, c'est la norme du bon mari, c'est tout ça qui a été décrit peu à peu. Et il faut en fait vraiment, comment dirais-je, il faut faire comme Pénélope, il faut tisser en fait, sans défaire après éventuellement, mais il faut tisser ce récit sans qu'il y ait en permanence des discontinuités et des trous. Et donc notamment, il faut penser le lien entre le sommeil et le mutisme, entre le viol et le meurtre, et entre la question du langage et la question de la cadavérisation de la femme. Alors avant de revenir avec vous sur Hitchcock, Hélène Frappat, je voulais juste, Virginie Leroux, vous faire revenir sur un mythe que vous nous avez soumis et que je trouve intéressant, et alors pour le coup assez archétypal de ce dont on parle. Il s'agit de l'eunuque de Terence. Alors Terence est un poète comique, j'insiste, c'est un poète comique latin. L'eunuque est écrit en 161 avant Jésus-Christ. Est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement l'histoire et nous dire en quoi ce mythe-là vous intéresse ? Je vais vous raconter brièvement l'histoire, mais je voudrais tout de même répondre à Hélène. J'entends parfaitement tout ce que vous venez de dire. Mais pour revenir sur la question de l'érotisme et d'une façon de parler de l'érotisme féminin, dans un certain nombre de scénarios, il s'agit de réveiller la femme. C'est-à-dire que l'objectif, c'est qu'elle se réveille, c'est pas qu'elle reste mutique, et c'est qu'elle participe au plaisir. Et en effet, si on prend Giorgione ou celle de Campagnola, elles sont assez clairement peut-être en train de se masturber. Et cette question-là, on la rattache, alors évidemment, c'est subordonné à la procréation, hein, mais à l'idée qui a couru à partir d'Avis. Qu'est-ce qui est subordonné à la procréation ? La masturbation, je vois pas le rapport. Bah si, je vais expliquer le rapport. Je vais expliquer le rapport. C'est que selon Avicenne, et ça a été repris après par les médecins de la Renaissance, pour qu'il y ait procréation, il faut que la femme ait du plaisir. Parce qu'elle va générer un liquide qui va être utile à la procréation. Donc il faut la réveiller. Enfin, alors, Avicenne, on est assez loin de Saint-Augustin quand même. On est tout à fait loin. La difficulté, c'est que tout ça coexiste dans la société. C'est-à-dire que Augustin, lui, il est pour la chasteté des femmes, bien évidemment. On n'est pas dans le christianisme militant. Oui. Ça donne à la Renaissance, chez certains, un désir débridé de liberté sexuelle. Et ça donne, dans le cadre du mariage, on réveille Vénus. Donc, il faut que la femme participe. Donc, voilà, c'était juste... Pas sûr que l'institution conjugale soit une pratique du réveil de la femme. Mais ce sont des œuvres toutes faites par des hommes, par ailleurs. On est d'accord. Mais c'était quand même une précision. Alors, pour revenir sur l'eunuque de Terence. Oui, je reviens sur l'eunuque de Terence. Parce que... Donc, l'eunuque de Terence, on est en plein dans le sujet qui nous occupe. Parce que la comédie, elle est centrée sur le viol d'une belle endormie par un jeune homme qui est content, très très content. Il s'appelle Kéréa, il est content de son viol. Et on ne peut pas dire qu'on n'entend pas du tout la voix. Elle a pas je suis d'accord, c'est pas un personnage, elle n'a pas la parole, mais le traumatisme qu'elle subit. Il est rapporté dans la pièce par l'esclave qui est chargée normalement de veiller sur elle et qui n'était pas là au moment du viol. Simplement, ce qui est en question dans la pièce, ce sont les conséquences sociales du viol. Et la question qui se pose, lui, il croyait que c'était une esclave, il s'est déguisé en eunuque pour l'approcher, il s'avère que c'est une femme libre et ça, c'est un problème. Et la solution qui est donnée, c'est une solution qui m'a toujours paru tout à fait monstrueuse, c'est un mariage dit de réparation. Donc c'est la solution sociale, mais la servante chargée de la surveiller, elle est horrifiée, et tout à fait horrifiée
Donc il y a bien une voix de la femme, hein, que Mais le elle y a personnage... cette voix dans les œuvres, hein. Par Oui, ailleurs, oui, il faut oui. distinguer. Ah. Les œuvres sont là pour nous faire entendre, comme ce qui était la fonction même de la tragédie, pour qu'on pleure avec ces femmes. Qu'on Je soit en pense c'est empathie pour ça que avec je faisais un petit prologue sur le récit au début. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'annuler les récits, enfin d'annuler au On sens... va y revenir à ça, Voilà. évidemment. Ouais. L'idée, c'est pas d'annuler les récits, ouais. Mais c'est vrai que le viol, l'ambiguïté de ces démarches a pu être souvent utilisé comme un ressort de comédie. C'est quand même assez dingue. Oui, parce que ça se termine bien. Il épouse la femme qu'il a violée, il est content. Mais pour notre sujet, quand il raconte son viol, il explique que quand il est arrivé dans la chambre de la jeune femme, elle était en train de regarder un tableau. Et que représente ce tableau? C'est le viol de Danaé par Zeus. Donc ce qui se pose, c'est bien la question du déclenchement de ce tableau dans le passage à l'acte. Voilà. Hélène Frappa. Dans votre ouvrage, vous l'avez évoqué plusieurs fois, le gaslighting ou l'art de faire taire les femmes, paru en 2022. Vous vous appuyez sur le film de 1944 de Georges Cukor pour théoriser une manipulation des hommes pour faire disparaître les femmes. C'est votre mot, disparaître. Le cinéma regorge d'exemples de ces femmes réduites au silence ou à la folie. Et l'un des réalisateurs que vous avez beaucoup étudié, Alfred Hitchcock, est particulièrement intéressant sur ce sujet-là. Vous ne m'aimez qu'à travers l'autre, n'est-ce pas? Nos premières sorties, avez-vous oublié comme elles étaient amusantes? C'est cette histoire de robe qui a tout gâché. Eh bien, je les mettrai, ces robes qui vous plaisent tant, si vous consentez à m'aimer un peu. Vos cheveux. Oh non! Je vous en prie. Pour vous, ça n'a pas d'importance. Si je consens à faire ce que vous voulez, est-ce que vous m'aimerez? Oui. Oui. Alors je le ferai. Pour que vous m'aimiez. Voilà, Vertigo, Sueur froide en français d'Alfred Hitchcock, sorti en 1957. Hélène Frappa, de quoi cette scène nous parle? Alors, je précise que et ça reste un de mes films préférés, que j'adore, Vertigo. Et je trouve que j'ai pensé tout de suite à Vertigo quand j'ai commencé à lire les articles sur l'affaire Pellico, parce que c'est le manifeste explicite, c'est l'art poétique, je dirais, la cadavérisation de la femme. Vraiment le plus grand art poétique, d'abord parce que c'est un film extraordinairement beau, je dirais, parce qu'il va le plus loin possible dans cette dimension morbide, hein, au point que pour Hitchcock, ça suffit pas de tuer une femme, il en tue deux, hein, c'est-à-dire la même femme est tuée deux fois. Donc on se dit qu'on pourrait même la tuer indéfiniment. Et parce que précisément il y a ce moment, donc une première femme est assassinée. L'histoire est tellement alambiquée que je l'oublie à chaque fois, donc je peux le revoir indéfiniment, mais une première femme est assassinée et elle va revenir en fait. Donc le détective privé qui souffre de vertige, hein, donc qui est handicapé dans son enquête, va tomber, je dirais, fou amoureux, littéralement. Il s'agit d'amour fou, littéralement. Et comme dirait Chantal Akerman, ce qui distingue quand même l'amour, enfin l'amour à bon dos, je dirais. Hein. L'amour, on peut y mettre beaucoup de névrose. En revanche, la question du respect, c'est autre chose. Hein. Je cite une phrase très belle que disait Akerman à propos de... Elle disait, c'est très beau dans la Bible qu'on dise « tu respecteras, tu honoreras tes enfants et pas... tes enfants, c'est un lapsus, tes parents, mais pas tu les aimeras. Hein. » Donc là, on est dans l'amour fou. Il tombe amoureux fou de cette femme dont il ignore qu'elle est un leurre, que déjà elle n'existe pas. Elle n'existe pas puisque c'est une femme, c'est la doublure en fait. Une doublure va interpréter une autre femme qui doit être tuée. Donc déjà, il s'agit... On pourrait dire oui de gaslighting, c'est-à-dire il s'agit du mariage comme entreprise de meurtre, comme disons crime parfait, faire disparaître une femme. Donc un homme veut tuer sa femme, il la tue, pour cela il engage une doublure qui va se faire passer pour elle. Le détective tombe fou amoureux de la doublure, il retombe sur la doublure et à ce moment-là il veut
pour pouvoir coucher avec la doublure. Et c'est là où le génie d'Hitchcock et la folie d'Hitchcock, les deux réunis, font qu'il va exposer cet art poétique avec une crudité absolue. C'est qu'il ne pourra coucher avec elle que lorsqu'elle sera redevenue identique à la morte. Et donc, il doit l'atteindre en blonde, puisque la morte était blonde. Il doit l'habiller exactement comme elle. Il doit lui faire les ongles comme elle. Elle doit parler comme elle, etc. Et dans un dernier moment de rébellion, parce qu'elle-même sait, c'est elle-même qui interprétait la doublure de la morte. C'est compliqué à comprendre. C'est compliqué, pourquoi? Parce que la femme n'existe tellement pas qu'il lui faut des doublures de revenantes, des doublures des revenantes, des spectres, des fantômes, et que derrière, il y a juste une morte, en fait. Tout ce qu'on arrive à attraper ou pas, c'est une morte. Et donc, dans une scène déchirante et sublime, où Hitchcock a cette sorte de frontalité absolue avec ce que veut Monsieur Pellico. Il le filme, et c'est en ça que le film est un chef-d'œuvre, Vertigo. Il va placer son actrice Kim Novak. Kim Novak, j'ai une théorie sur Kim Novak, c'est qu'elle s'appelle Novak, ça veut dire nouveau en tchèque. Il veut pas qu'elle soit nouvelle, Hitchcock. Il veut qu'elle soit Grace Kelly avant. Oui, il veut qu'elle soit la doublure de la doublure. Elle lutte. Elle a lutté en tant qu'actrice, et puis le personnage lutte. Et c'est la chef de Monsieur Seguin, elle lutte jusqu'au bout. Elle est sous une lumière verdâtre. Elle est cadavérisée entièrement par l'enseigne de cet hôtel minable où elle s'est réfugiée. À ce moment-là, elle fait une dernière tentative de rébellion. Elle a juste gardé ses cheveux un peu lâchés pour ne pas être entièrement la morte, pour ne pas être entièrement morte. Il la regarde et il lui demande de les attacher, ses cheveux. Elle va dans la salle de bain comme on va à l'abattoir, elle les attache et à partir de là, elle sait qu'elle va mourir et elle le lui dit. Donc l'histoire est la même. En fait. Et c'est la vérité même de ce lien dont je rappelle quand même qu'il est le haut fondement de la norme du mariage hétérosexuel qui est censé nous promettre être un gage de bonheur dans notre société hétéronormée. Donc c'est intéressant quand même, cette histoire-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous dites que vous adorez ce film. En même temps, vous l'analysez en décortiquant justement ces fantasmes, ces images polluantes qu'on a tous, avec lesquelles on s'est construit. Est-ce que vous pensez qu'après ce procès de Mazan qui nous a tous marqués en termes de société, est-ce qu'on va re-regarder ces films-là ou re-écouter ces mythes dont on parlait avant de la même façon, ou est-ce que vous allez le regarder désormais différemment, ce film-là? Mais moi, je peux continuer à le regarder indéfiniment. Je pense que tout se joue entre ce que j'appellerais, moi, le lien entre l'élucidation et l'émancipation. C'est ça, un récit. En fait, c'est-à-dire, moi, j'ai rien contre, par exemple, Barbe Bleue, un des contes, qui est l'invention du gore, bien avant que le gore commence au cinéma, par exemple, dans un film très proche, qui est Massacre à la tronçonneuse, avec les mêmes crocs de boucher, où sont suspendues des femmes. Ça commence, par exemple, avec ce conte. Donc, la question, ce ne sont pas les récits. La question, c'est l'élucidation, c'est-à-dire cette lumière que nous faisons, la lumière qui est ce contraire du coup de foudre, qui est ce contraire de l'aveuglement, qui est ce contraire de cet amour fou qui fait que le regard est suspendu. Ce regard, par ailleurs, ce droit de regard, dont historiquement, nous savons qu'il a été retiré aux actrices et aux acteurs d'une certaine manière. Pour moi, il y a une féminisation de l'acteur et de l'actrice. C'est ça, toute la question. Donc, si nous regardons ces œuvres, nous les élucidons, et qu'en les élucidant, nous comprenons, nous avons cheminé avec elles, nous avons vécu avec elles, nous continuons, enfin moi en tout cas, à vivre avec la majorité d'entre elles. Elles sont citées dans d'autres œuvres elles-mêmes. Voilà. Eh bien, il y a une émancipation possible, et elle se fait, à mon avis, beaucoup à travers l'ironie. Alors, c'est une arme queer, enfin, en tout cas, telle que je la cite dans mon livre sur le gaslighting, c'est l'arme des faibles, Alors, ce serait bien que les pauvres femmes aussi s'y mettent à cette arme queer de l'ironie. C'est l'arme des opprimés, c'est l'humour juif, c'est l'humour minoritaire, c'est l'humour noir. C'est tout ce qui permet d'avoir un regard sur l'oppresseur, d'en rire. Et dans ce rire, il y a déjà une distanciation énorme qui se fait. Et c'est aussi une manière de retrouver le langage aussi.
le regard et le langage. Du regard et du langage. Vous êtes critique, on l'a dit, critique de cinéma. Une critique, c'est aussi ça, c'est élucider une œuvre qu'on a devant nous, en tout cas en apporter une représentation. Le fait que vous soyez une critique femme, est-ce que vous avez l'impression que le regard que vous portez sur ces œuvres, on parle du cinéma, est-ce que vous avez levé des interprétations différentes? Je pense au film de Cukor, vous l'avez critiqué dans un sens où personne ne l'avait fait avant vous, où les critiques hommes n'avaient pas vu ce gaslight-là. Est-ce que c'est important que justement, dans ce rôle de critique, les femmes prennent leur place? Oui, alors c'est vrai que historiquement, la critique est un milieu qui a été... Alors moi, je n'y suis plus, je suis plus au cahier du cinéma et j'ai jamais été une critique au sens, disons, de celle qui aime critiquer, pour le coup. J'ai plutôt été plus du côté de ce que Jean Douchet appelait l'art d'aimer. J'ai plutôt aimé parler de, voilà, des films que j'aimais tellement qu'ils avaient... que j'avais pensé avec cet amour pour ces œuvres-là, comme ça a été le cas pour Gaslight. Je pense que l'essentiel, c'est le processus de subjectivation. Cette subjectivation, en effet, historiquement, elle a été retirée, interdite aux femmes. Je rappelle quand même, et pour moi, c'est en lien absolument avec tout ce que nous disons, que récemment, il y a quelques semaines, une dernière loi en date des talibans qui m'a presque fait rire, tellement elle a l'air sortie de mon livre sur le gaslighting, c'est la voix des femmes est une partie intime. Voilà. Ça, c'est une question cruciale. C'est-à-dire que la voix des femmes, c'est la même chose que leur chatte, en fait. Hein. C'est ce que disent les talibans. Mais il ne faut pas que nous... qui ont interdit les femmes de parler en public. Mais en réalité, cette tradition-là, c'est pas juste des méchants talibans qui sont différents de nous, humanistes occidentaux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Cette question de la manière dont la voix a été tue, a été niée, etc., elle est très ancienne, en fait. Et il faut en faire la généalogie. Je pense que, voilà, pour répondre à votre question, je parlais de subjectivation. Il s'agit effectivement, c'est ce qui a fait défaut à l'épouse Pellico. C'est ce qui lui a été retiré, nié, d'une manière, à mon avis, qui est quantitativement supérieure à ce qui se passe dans beaucoup de mariages, mais pas qualitativement. Enfin, à mon avis, il n'y a pas de différence ontologique dans ce qui s'est passé là. Et puis, il y a une généalogie à faire qui fait partie du travail de critique. Généalogie intime. Hein. Chaque être humain, et pas seulement les femmes qui portent beaucoup déjà sur leurs épaules, mais chaque être humain doit faire cette généalogie. Et bien sûr que la question aussi est une question de genre, oui. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci Hélène Frappa, merci Virginie Leroux d'avoir participé à cette émission. Les Midis de Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Ça nous a donné envie d'écouter la chanteuse mexicaine Vivir Quintana et la Canción Sin Miedo, chanson sans peur, hymne féministe contre les féminicides. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando a Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Cette émission a été préparée par Aïssa Toundoy, Oriane Delacroix, Boris Pinault, Marceau Vassy, Zora Vignier, Tom Hunenstock et Johan Osilio. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec à la technique aujourd'hui Noé Chaban.